Il y avait une affiche. Elle était scotchée au mur de milliers de chambres. Chaque matin, c'était la première chose que beaucoup voyaient avant d'aller à l'école. L'affiche montrait un coupé japonais orange et blanc soulevant des nuages de poussière sur un circuit de rallye avec le nom Celica inscrit en lettres capitales sur le côté. Elle ne coûtait pas aussi cher qu'une Ferrari. Mais c'était la voiture dont tout le monde pouvait rêver. Il y avait une version que tout le monde pouvait acheter chez un concessionnaire et une autre qui remportait des championnats du monde. Même nom, même voiture. Deux mondes différents. Pendant 36 ans, la Toyota Celica a été exactement cela. La voiture de sport qui vous faisait croire que conduire avec passion n'était pas forcément synonyme de fortune. Plus de 4 millions d'exemplaires produits, 7 générations, 4 titres de champion du monde et des rallyes. Et le jour de la fermeture de l'usine, Toyota n'avait aucun successeur. Ce qui s'est passé entre cette affiche et ce silence a commencé bien plus tôt que la plupart des gens ne l'imaginent. Vous allez découvrir comment une voiture ayant remporté 4 championnats du monde et des rallyes a fini par être abandonnée sans que personne chez Toyota ne la défende publiquement. La raison officielle invoquée était l'évolution du marché et le déclin des ventes de coupés. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié commence 10 ans avant sa disparition avec 2 décisions internes prises par Toyota alors que la Celica était encore compétitive, des décisions qui ont scellé son sort bien avant que les chiffres de vente ne le reflètent. Bienvenue chez Autoledger. La Celica a été présentée au Salon de l'automobile de Tokyo en novembre 1970. Toyota la concevait avec une idée simple, reprendre la mécanique d'une berline de milieu de gamme, la Carina, et l'équiper d'une carrosserie de coupé aux lignes sportives. Le résultat? Une voiture qui offrait une sensation de luxe sans pour autant coûter une fortune. Au Japon, le succès fut immédiat. Aux États-Unis, où elle arriva l'année suivante, ce fut également un succès. Les Américains achetaient depuis des années d'énormes muscles cars gourmands en essence. La Celica, quant à elle, était équipée d'un moteur 4 cylindres, consommait beaucoup moins et offrait une agilité que les grosses voitures américaines ne pouvaient être égalées. En mars 1977, 6 ans et 4 mois après la fabrication du premier exemplaire, le millionième Celica sortait des chaînes de montage de l'usine de Tsutsumi. Toyota l'annonçait fièrement dans un communiqué officiel. On aurait dit le début d'une histoire sans fin. La Celica n'était pas une voiture réservée à un seul type de personne. L'étudiant l'achetait parce que c'était la voiture la plus sportive qu'il pouvait s'offrir. Le père de famille qui en avait possédé une dans sa vingtaine la rachetait 15 ans plus tard. Il connaissait déjà ses performances. Le passionné d'automobile l'achetait parce qu'il savait que sous son capot se cachait une véritable ingénierie et pas seulement un style. En Europe, notamment au Royaume-Uni et en Espagne, la Celica jouissait d'une notoriété qui dépassait largement le cadre des chiffres de vente. C'était la voiture que l'on choisissait dans les jeux vidéo de course des années 90 quand on rêvait d'une sportive japonaise. Celle que vos amis reconnaissaient dans la rue, même sans connaître le modèle exact. Ce qui la rendait si spéciale, ce n'était pas seulement ses performances, c'était le sentiment que Toyota avait mis tout son cœur dans cette voiture. Une sportive construite avec la fiabilité légendaire de Toyota. Dans les années 70, 80 et 90, cette combinaison était quasiment unique dans son segment. Mais il y avait plus. Quelque chose qu'aucune autre voiture de sa catégorie de prix ne pouvait offrir. Entre 1988 et 1994, la Toyota Celica a réalisé un exploit inédit pour un constructeur japonais, remporté le championnat du monde des rallyes. Carlos Sainz a accompli cet exploit en 1990 au volant de la GT4 ST165. 2 ans plus tard, il a réitéré sa victoire avec la génération suivante. Juha Kankkunen a remporté le 3e titre en 1993 et Didier Auriol le 4e en 1994. 4 titres de champion du monde des pilotes en 5 ans. Et tous avec le même nom fièrement affiché sur la carrosserie, Celica GT4. Ce qui rendait cette histoire vraiment remarquable, ce n'était pas seulement ses performances en compétition. Le fait est qu'il existait une version de série portant le même nom, disponible chez les concessionnaires. On l'utilisait pour aller au travail. Et elle arborait le même emblème que celle qui avait triomphé dans la boue du Kenya ou sur le bitume de course.
Lorsque Sainz remporta son premier titre en 1990, Toyota produisit une édition spéciale en son honneur, 5000 exemplaires dans le monde, chacun doté d'une plaque numérotée. Ils furent vendus presque instantanément avant même d'arriver en concession. Les ventes de la Celica homologuée pour la route aux États-Unis cette année-là approchèrent les 80 000 unités. Sa réputation était solide. Son nom avait une signification concrète. Il semblait inconcevable qu'un tel modèle puisse disparaître. Lors du rallye de Catalogne 1995, un inspecteur de la FIA découvrit un dispositif suspect. Toyota avait installé un dispositif caché dans le turbocompresseur de sa Celica de compétition. Une astuce si bien conçue qu'elle était pratiquement indétectable. Si ingénieuse que Max Mosley, le président de la FIA, la qualifia de « chose la plus ingénieuse que j'ai vue en 30 ans de sport automobile ». C'était à la fois un compliment et une condamnation. L'équipe Toyota Team Europe fut suspendue pour le reste de la saison 1995 et pour toute la saison 1996. Une année entière hors du championnat. La Celica avait bâti sa réputation sur une idée. La voiture achetée en concession avait la même âme que celle qui gagnait sur les spéciales de rallye. Ce lien venait d'être rompu. Et chez Toyota, quelque chose changea. Toyota a fait son retour au championnat du monde et des rallyes en 1997. Nombreux étaient les fans qui s'attendaient à revoir la Celica en action sur les spéciales de terre. C'était la voiture qui avait offert 4 titres mondiaux à la marque. Elle semblait le choix le plus logique. Mais lorsque Toyota a dévoilé sa nouvelle voiture de compétition, le nom Celica était aux abonnés absents. Il s'agissait d'une Corolla. Pour la plupart des gens, c'était un détail. Chez Toyota, c'était bien plus important. Après le scandale de la ST205, la marque souhaitait tourner la page et se détacher de toute association avec cette controverse. Sur le papier, la décision paraissait judicieuse. Mais quelque chose qui avait nécessité des années de travail venait de se briser. Jusqu'alors, la voiture victorieuse en rallye et celle accessible à tous portaient le même nom. Chaque victoire renforçait le prestige de la Celica homologuée pour la route. Dès lors, ce lien s'est dissipé presque imperceptiblement. Et tandis que la Celica perdait peu à peu ce qui la distinguait, une autre décision se préparait déjà chez Toyota. Une décision qui allait s'avérer encore plus importante. En 1999, la 7e et dernière génération de la Celica fit son apparition. Son design était radical, plus agressif que jamais. Toyota souhaitait séduire une clientèle plus jeune et pendant les premiers mois, la stratégie semblait prometteuse. Mais de nombreux passionnés se sont immédiatement tournés vers la version GT4. Ils ne l'ont jamais trouvée. La transmission intégrale avait disparu. Toyota avait fait ses calculs. Développer et homologuer une nouvelle génération à transmission intégrale pour un segment dont les ventes diminuaient d'année en année représentait un investissement difficile à justifier. D'un point de vue commercial, la décision était logique. Le problème était tout autre. La Celica venait de perdre ce qu'aucune concurrente ne pouvait reproduire. La sensation de conduire une voiture directement liée au championnat du monde des rallyes. Elle restait une bonne voiture de sport, mais elle n'avait plus rien d'unique. Au début, les ventes étaient correctes. Son design était séduisant et son prix restait compétitif. Cependant, année après année, les chiffres ont commencé à décliner. En 2005, sa dernière année complète aux États-Unis, les ventes ont à peine dépassé les 3000 unités. Pour Toyota, il n'était plus judicieux de poursuivre le projet. En 2004, la marque annonçait la disparition de la Celica et de la MR2 du marché américain. C'était le premier signe annonciateur de la fin. 2 ans plus tard, l'explication officielle est tombée. Les nouvelles normes d'émission rendaient l'adaptation du modèle pour obtenir une nouvelle homologation trop coûteuse. Lorsque la dernière Celica est sortie des chaînes de montage de l'usine de Tsutsumi en 2006, la décision la plus importante avait déjà été prise des années auparavant. Il y a un héritage de la Celica que presque personne n'évoque lorsqu'on parle de sa disparition. La Toyota Supra est née de la Celica. La première version de la Supra, en 1979, s'appelait simplement Celica Supra.
Il s'agissait d'une version allongée de la Celica de deuxième génération, équipée d'un moteur 6 cylindres au lieu de 4, conçu pour ceux qui recherchaient plus de puissance. Au fil du temps, la Supra est devenue une marque à part entière, mais pendant des années, elle a partagé l'ADN, le nom et les concessions de la Celica. Lorsque la Celica a disparu en 2006, la Supra avait déjà quitté le marché depuis plusieurs années. Toyota avait complètement abandonné le segment des voitures de sport abordables. La marque, qui avait prouvé sa capacité à construire les meilleures voitures de rallye au monde dans les années 1990, quitta ce segment sans un mot d'adieu. La suite allait révéler le coût exact de cette décision. La version officielle de la disparition de la Celica, c'est la suivante. Le marché des coupés sport compact s'est effondré, les ventes sont tombées en dessous du seuil de rentabilité et Toyota ne pouvait plus justifier le coût de la mise à jour du modèle pour la nouvelle réglementation. C'est vrai, mais c'est la conséquence, pas la cause. Tout a commencé en 1995 au Rallye de Catalogne. Lorsque la FIA a découvert la supercherie de la ST205, Toyota a pris une décision qui semblait raisonnable à l'époque. Au lieu de reconstruire son programme de rallye avec la Celica, le constructeur s'est tourné vers la Corolla WRC, une voiture de compétition sans aucun lien avec un modèle de série. Avec cette décision, Toyota a privé la Celica de sa raison d'être principale. Et 4 ans plus tard, lorsque la 7e génération est arrivée sans la GT4 et sans palmarès en compétition digne de ce nom, la voiture avait perdu tout ce qui la rendait irremplaçable. Elle était compétente, fiable et abordable. Mais n'importe quel autre constructeur pouvait en proposer autant. La réglementation sur les émissions de 2006 a été la raison officielle de la fermeture. Les décisions de 1995 et 1999 en étaient la véritable cause. Une voiture ne meurt pas lorsque l'usine ferme. Elle meurt lorsque la marque cesse d'y croire. Et les faits indiquent que cela s'est produit bien avant la fabrication de la dernière Celica, lorsque Toyota a choisi de ne pas défendre ce qui avait fait la grandeur de cette voiture à une époque où c'était encore possible. Les signes avant-coureurs étaient là dès 1997. La Celica avait disparu des rallyes. Personne ne l'a remarqué à l'époque. Toyota a progressivement abandonné la Celica. D'abord les États-Unis fin 2005, puis le reste du monde en 2006. Le retrait s'est fait discrètement. Les derniers exemplaires ont été écoulés des stocks existants avec de légères remises, comme pour tout modèle en fin de production. Pas d'édition spéciale d'adieu à l'échelle mondiale. Pas de cérémonie. Son successeur direct n'est jamais arrivé. Pendant des années, le segment des voitures de sport abordables s'est resté vide dans la gamme Toyota. En 2012, la GT86 a fait son apparition, développée en collaboration avec Subaru, un coupé léger à propulsion arrière équipé d'un moteur Boxer de 200 chevaux. Beaucoup la considéraient comme l'héritière spirituelle de la Celica, bien que Toyota n'ait jamais utilisé ce nom. Une philosophie différente pour un autre type de conducteur. Performante dans son domaine, mais sans le palmarès en compétition que la Celica avait mis des décennies à construire. Les GT4 des générations ST165, ST185 et ST205 sont devenus des voitures cultes. Une ST585 en excellent état atteint aujourd'hui des prix qui auraient paru exorbitants il y a 15 ans. Les quelques 2500 ST205 produites figurent parmi les voitures japonaises les plus recherchées des années 1990 par les collectionneurs, certains exemplaires dépassant les 50 000 $ aux enchères. Même les Celica homologués pour la route les plus modestes ont vu leur valeur augmenter. La 7e génération, celle que Toyota a retirée du marché sans cérémonie, compte désormais des communautés actives de passionnés dans plusieurs pays qui la restaurent et la font vivre. Le marché a valorisé ce que Toyota a jugé ne pas mériter d'être défendu. Cela en dit long sur ce secteur. Les voitures qui transcendent les simples chiffres le font parce qu'elles ont su toucher un public plus profond qu'un simple segment de marché. Et ce type de lien ne disparaît pas avec la fermeture de l'usine. L'homme sur l'affiche des années 90 avait raison. La Celica était spéciale car elle avait une véritable histoire. Toyota a détruit cette histoire de l'intérieur avant de la faire disparaître de l'extérieur.
Aujourd'hui, la GR Yaris remporte des rallyes. La GR 86 se vend bien. La marque qui, au début des années 2000, estimait que les voitures de sport n'étaient pas rentables, investit désormais plus que jamais dans ce segment. Parfois, les marques doivent perdre quelque chose pour en comprendre la véritable valeur. Si cela vous a intéressé, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran que je suis sûr que vous apprécierez.